Ma mère m'a dit, ta sœur a été licenciée. Elle traverse une période difficile, puis elle a exigé mon aide. Alors j'ai répondu, tu te souviens quand tu m'as dit de me bouger davantage après que j'ai perdu mon emploi? Peut-être devrais-tu lui conseiller de faire de même. J'ai toujours pensé que ma famille était juste normalement dysfonctionnelle. Vous savez, un peu de culpabilisation par-ci, de la manipulation émotionnelle par-là. Rien d'extraordinaire, n'est-ce pas? Nous étions très unis, ou du moins c'est ce que je croyais. Mon père, un ouvrier du bâtiment, et ma mère, une enseignante, nous ont élevés, nous étions 3. Il y avait Marc, mon frère aîné, l'enfant prodige dont tout le monde se vantait. Il était athlétique, confiant, et il avait ce charme désinvolte qui faisait croire aux gens qu'il était plus intelligent qu'il ne l'était réellement. Puis Kelly, ma petite sœur, la Benjamine, totalement choyée, gâtée, toujours sauvée de ses mauvaises décisions. Et puis il y avait moi, Eric. J'étais le discret, le fiable, celui qui se présentait, restait tard et faisait les choses sans faire d'histoire. Je ne me suis jamais plaint, parce que je pensais que c'était ce que les bons fils faisaient. Les choses allaient bien. Ou peut-être que je me le disais juste, jusqu'à ce que je sois licencié. Ce n'était la faute de personne. Mon entreprise a réduit ses effectifs après une fusion. Un matin, j'avais un salaire stable, un appartement confortable et des projets. L'après-midi, j'avais une boîte en carton remplie d'affaires de bureau et un vide au creux de l'estomac. Je n'avais pas l'habitude de demander de l'aide. J'avais toujours été l'autonome, celui vers qui les autres se tournaient. Mais après quelques semaines de recherche d'emploi, avec le loyer qui approchait et les économies qui fondaient, la panique s'est installée. C'est là que j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai contacté ma famille. Je me souviens d'être assis sur mon canapé, en train de taper un message dans notre conversation de groupe familial. Mes doigts ont plané sur le clavier pendant une éternité avant que j'appuie sur envoyer. C'était simple. Salut, les temps sont vraiment durs en ce moment. Si quelqu'un a un repas à partager ou veut juste parler, j'apprécierais vraiment. Ce n'était pas une exigence, ni même une demande d'argent. Je voulais juste que quelqu'un reconnaisse que je luttais. J'ai regardé la petite coche de réception apparaître et j'ai attendu. Rien. Au début, j'ai pensé qu'ils étaient occupés. Ma mère pouvait mettre des heures à répondre, et mon père n'était pas un grand adepte des textos. Mais ensuite, je l'ai vu. Le reçu de lecture sous le nom de Marc. Il l'avait ouvert. Aucune réponse. Quelques minutes plus tard, une notification Instagram de Marc est apparue. Je n'aurais pas dû regarder, mais la curiosité a eu le dessus. Il était là, devant son camion, postant un de ses selfies dans un miroir de salle de sport avec la légende « Certaines personnes ont juste besoin de travailler plus dur ». Ça m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. J'ai fixé mon téléphone, me demandant si cela m'était destiné. Je voulais me dire que non, que c'était une coïncidence. Mais au fond de moi, je savais que c'était sa manière passive-agressive de dire « Ne viens pas me demander de l'aide ». Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Ce n'était pas seulement de la gêne. C'était la prise de conscience cuisante que, au plus bas, ma famille, les gens pour qui j'avais tant fait, ne pouvaient même pas m'offrir un mot gentil. Une semaine a passé, puis 2, toujours rien. Personne n'a appelé, personne n'a envoyé de texto, personne n'a demandé si j'allais bien. J'ai commencé à réduire mes dépenses alimentaires, à annuler des abonnements, à faire tout ce que je pouvais pour faire durer le peu d'argent qu'il me restait. Chaque soir, j'ouvrais cette conversation de groupe et je fixais mon message, assis là comme un fantôme dans la pièce, sans réponse, ignoré. Le silence en disait plus que n'importe quel mot cruel n'aurait jamais pu le faire. Puis, un après-midi, assis sur le parking après un entretien d'embauche qui ne s'était pas bien passé, j'ai reçu un texto de mon père, de toutes les personnes possibles. Pendant une seconde, une lueur d'espoir. Peut-être qu'il prenait de mes nouvelles. Peut-être qu'il avait aussi remarqué le silence. Mais quand je l'ai ouvert, il disait simplement « Dîner d'anniversaire de Marc dimanche. N'oublie pas d'apporter quelque chose. » C'était tout. Pas de « Comment vas-tu ?» Aucune mention de ma situation. Juste un rappel de venir, d'apporter à manger, et de faire comme si de rien n'était. J'ai failli ne pas y aller. Je voulais juste rester à la maison, me glisser dans mon lit et tout oublier. Mais quelque chose en moi ne pouvait pas laisser passer ça. Je ne voulais pas leur donner la satisfaction de penser qu'ils m'avaient brisé.
Alors, ce dimanche-là, je me suis présenté chez mes parents avec un sourire à moitié vide et une tarte achetée en magasin, dénichée en promotion. Tout le monde était là, Marc, Kelly et mes parents, discutant, riant, agissant comme si de rien n'était. J'ai pris ma place habituelle au bout de la table et j'ai écouté pendant qu'ils parlaient de la promotion de Marc, du nouvel appartement de Kelly et du prochain voyage de pêche de papa. Personne ne m'a demandé comment j'allais. À un moment donné, Marc s'est penché en arrière, m'a regardé et a dit « Alors, tu as trouvé un travail ?» La façon dont il l'a dit, ce demi-sourire narquois sur son visage, il était clair qu'il connaissait déjà la réponse. « Je cherche toujours », ai-je dit, en gardant un ton neutre. Il a ricané. « Mec, c'est un monde difficile. Tu devrais peut-être essayer ce que je fais. Se lever tôt. Bosser plus dur. Pas d'excuses. » La pièce est devenue silencieuse. Je pouvais sentir le regard désapprobateur de ma mère, comme si elle voulait que je laisse simplement tomber. Alors, je l'ai fait. Je ne voulais pas lui donner la satisfaction d'une réaction. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est durci. J'ai réalisé que peu importe ce que je ferais, je ne serais jamais plus que le punching ball de la famille. Le fils du milieu fiable, censé se présenter, se taire et être reconnaissant. Puis, juste au moment où les choses semblaient vraiment désespérées, la vie m'a lancé une balle courbe, une bonne pour une fois. Un ami de l'université m'a contacté au sujet d'un poste dans son entreprise. Ce n'était pas glamour, mais c'était un travail solide, avec un bon salaire et des avantages. J'ai réussi l'entretien et, pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. En quelques semaines, j'étais de nouveau sur pied. J'ai emménagé dans un nouvel appartement, j'ai remboursé mes factures en retard et j'ai recommencé à économiser. J'avais l'impression de fermer enfin ce chapitre horrible. Je pensais avoir mis toute cette amertume derrière moi, jusqu'à ce qu'un matin, environ un mois plus tard, mon téléphone sonne. C'était un appel de mon père. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis l'anniversaire de Marc. Sa voix était calme, presque trop calme. « Salut, Eric » a-t-il dit. « Comment ça va ?» Je lui ai dit que j'allais bien. Nouveau travail, en train de m'installer. Il y a eu une pause. Puis il a soupiré. « Écoute » a-t-il dit, « la voiture de ta sœur est en panne. Elle a besoin de 2500 € rapidement. Tu peux l'aider. » Pendant une seconde, je suis resté assis là, à regarder par la fenêtre de mon bureau. L'ironie m'a presque fait rire. Il y a un mois, je ne pouvais même pas obtenir de réponse à un message demandant un soutien émotionnel. Et maintenant, soudainement, il venait me demander de l'argent. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, j'ai pris une lente gorgée de café, et j'ai laissé le silence s'étirer juste assez longtemps pour qu'il commence à paraître nerveux. Puis j'ai dit, « Tu m'appelles après tout ce temps ?» Il a hésité. « Eh bien, oui, Eric, tu es doué avec l'argent. Tu as toujours été responsable. Kelly est dans une situation difficile, et ta mère et moi sommes à court ce mois-ci. Responsable. » Ce mot avait une résonance différente maintenant. Je lui ai demandé ce qui était arrivé à la voiture de Kelly. Apparemment, elle avait ignoré un voyant de contrôle du moteur pendant des semaines, jusqu'à ce qu'elle tombe complètement en panne. Le mécanicien a estimé les réparations à 2500 €. Et bien sûr, elle n'avait pas l'argent. Elle avait dépensé son dernier salaire dans des produits de première nécessité. Je lui ai dit qu'elle devait apprendre à gérer un budget, a dit papa comme si c'était drôle. Mais, tu sais, elle est encore jeune. Elle a 28 ans, lui ai-je rappelé. Il a ri maladroitement. C'est vrai. Mais c'est ta sœur, Eric. La famille s'entraide. Cette phrase, la famille s'entraide, m'a semblé une gifle. Je lui ai dit que j'y réfléchirais et j'ai raccroché. J'ai passé le reste de la journée à tout repasser en boucle. Le silence après mon message, la publication Instagram de Marc, sont-on suffisants au dîner? Toutes les années que j'avais passées à nettoyer leurs dégâts, à les couvrir, à les aider, et à ne recevoir que de l'indifférence en retour. Ce soir-là, j'ai reçu un texto de Kelly elle-même. Juste 3 mots. Besoin dès que possible. Pas de salutation, pas d'explication, même pas un s'il te plaît. C'était comme si elle passait une commande au drive. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, j'avais 4 appels manqués. 2 d'elle, un de maman, un de papa. La conversation de groupe,
qui était silencieuse depuis des mois, s'est soudainement animée. Maman, Eric, ta sœur est vraiment contrariée. Peux-tu simplement lui envoyer? On te le rendra. Papa, elle est coincée au travail en ce moment. Sois un bon frère. Kelly, tu as littéralement un bon travail maintenant. C'est quoi le problème? Le culot. Le culot absolu. J'ai fixé mon téléphone, mon cœur battant à tout rompre. Je n'arrivais pas à croire à leur audace. Quand j'avais juste eu besoin de quelqu'un à qui parler, ils m'avaient ignoré. Maintenant, ils exigeaient de l'argent comme si c'était une obligation. Je les ai ignorés toute la journée. Le soir, Marc s'en est mêlé. Mec, aide-la, c'est tout. Ne sois pas dramatique. C'était ça. C'était la dernière poussée. Je sentais quelque chose bouillir en moi. Au cours de la semaine suivante, les appels ont continué. Ma mère a laissé des messages vocaux, la voix douce et chargée de culpabilité. Eric, mon chéri, je sais que tu es contrarié. Mais Kelly a vraiment des ennuis. Tu sais comment elle est quand elle est stressée. Oui, je savais exactement comment elle était. Insouciante, arrogante, et certaine que quelqu'un la sauverait toujours. Puis la manipulation a commencé. Maman a appelé un soir. Tu sais, quand tu étais à l'université, nous t'avons aidé avec les frais de scolarité. Nous n'avons jamais rien demandé en retour. Ce serait très important si tu pouvais montrer la même générosité. J'ai failli rire. M'aider? J'ai travaillé à 2 temps partiels pendant mes études. Ils ont couvert les livres d'un semestre et ont agi comme s'ils avaient payé toute ma scolarité. Mais je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit, j'y réfléchirai. Et j'ai raccroché. Le lendemain, j'ai découvert ce que, y réfléchir, m'avait valu. Kelly a publié un de ses messages vagues et larmoyants sur les réseaux sociaux, à propos de certaines personnes dans la famille qui oublient d'où elles viennent une fois qu'elles commencent à gagner de l'argent. Elle ne m'a pas nommé, mais tout le monde savait. C'était surréaliste de la voir jouer la victime si facilement, comme si elle l'avait répété. Et mes parents, ils ne m'ont pas défendu. Ils n'ont même pas appelé pour connaître ma version. Ils ont juste laissé l'histoire se dérouler. Quelques jours plus tard, je suis allé rendre visite à mes parents. Surtout, j'avais besoin de voir leur visage, pour voir s'ils croyaient réellement aux absurdités que Kelly propageait. Dès que je suis entré, la tension était palpable. Ma mère était à la table de la cuisine, faisant semblant de lire. Papa regardait la télé, mais sans vraiment la regarder. « Salut », ai-je dit en essayant de garder ma voix stable. Maman a levé les yeux. « Eric, je ne comprends pas pourquoi tu es si têtu. »« Têtu », ai-je rétorqué. « Pour ne pas donner des milliers d'euros après que vous m'ayez tous ignoré quand je ne pouvais même pas acheter à manger ?» Ses lèvres se sont serrées. Ce n'est pas juste. Juste, j'ai failli rire. Quand j'ai envoyé ce message, vous l'avez tous lu et n'avez rien dit. Pas même un tiens bon. Mais maintenant, soudainement, je suis l'égoïste parce que je ne veux pas financer les mauvaises habitudes de Kelly. Elle n'a pas répondu. Elle a juste soupiré et dit, tu exagères. C'était sa réplique habituelle chaque fois que je soulevais un point qu'elle ne pouvait pas réfuter. Puis mon père est intervenu. Écoute, Eric, il ne s'agit pas du passé. Il s'agit de la famille qui se serre les coudes quand quelqu'un a besoin d'aide. La famille qui se serre les coudes, ai-je répété lentement. C'est ça. Sauf que ça ne marche que dans un sens, n'est-ce pas? Sa mâchoire s'est crispée, mais il n'a rien dit d'autre. Je suis parti avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas reprendre. Quelques jours plus tard, Kelly m'a de nouveau envoyé un texto. J'ai emprunté à Marc. Il a dit que tu étais difficile. On dirait qu'on sait qui est le favori maintenant, émoticône, clin d'œil. Ce stupide emoji clignotant a failli me faire jeter mon téléphone à travers la pièce. J'aurais dû laisser tomber. Vraiment. Mais quelque chose en moi, cette petite partie-là qui avait été piétinée trop de fois, a décidé que ça suffisait. J'ai arrêté de répondre à leurs appels. J'ai mis en sourdine la conversation de groupe. Je me suis concentré sur mon nouveau travail et j'ai tranquillement commencé à fixer des limites, des choses que je n'avais jamais faites auparavant. Mais plus j'essayais de créer de la distance, plus ils insistaient. Maman a commencé à se présenter à mon appartement sans prévenir. Une fois, elle a apporté des restes et a dit « Tu nous manques ». Puis elle a ajouté «
Kelly nous a dit que tu es en colère parce qu'elle ne pouvait pas te rembourser assez vite. J'ai cligné des yeux. Me rembourser? Je ne lui ai jamais donné un centime. Son sourire a vacillé. Elle a dit que tu l'avais fait. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de l'argent. Il s'agissait de contrôle, du récit, des rôles familiaux, de la façon dont ils me voyaient tous. J'étais censé être le fiable, le réparateur, l'aide silencieuse. Mais à la seconde où j'ai arrêté de jouer ce rôle, ils ne savaient plus quoi faire de moi. Les choses n'ont fait qu'empirer. Kelly a commencé à dire à la famille que j'avais changé, que j'étais devenu froid et arrogant depuis que j'avais mon nouveau travail. Au début, j'ai essayé de l'ignorer, mais ma tante a appelé, « Eric, j'ai entendu dire que tu coupais les ponts avec la famille. Est-ce que ça va ?» Je voulais hurler la vérité. Au lieu de ça, j'ai juste dit, « Je vais bien. » Et j'ai raccroché. Puis est venue la goutte d'eau, le point de rupture. C'était un dimanche après-midi quand mon père a de nouveau appelé. Son ton était différent cette fois. Urgent, un peu tremblant. « Eric, peux-tu venir ? Nous devons parler. » Contre toute attente, j'y suis allé. Quand je suis arrivé, tout le monde était déjà assis dans le salon. Maman, papa, Marc et Kelly. L'air était lourd. J'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Papa s'est éclairci la gorge. Ta sœur est très contrariée, a-t-il commencé. Kelly a reniflé de façon dramatique. Je ne comprends juste pas pourquoi tu es si méchant avec moi, Eric. J'essayais juste de demander de l'aide. J'ai croisé les bras. Tu veux dire quand toi et tout le monde m'avez ignoré pendant des mois, puis vous vous attendiez à ce que je vous donne des milliers d'euros. Elle a secoué la tête, les larmes lui montant aux yeux. Ce n'est pas juste. Tu déformes les choses. Marc s'est penché en avant. Frérot, tu agis bizarrement depuis que tu as ce nouveau travail. C'est comme si tu te croyais meilleur que nous. Je ne me crois pas meilleur, ai-je dit, la voix tendue. J'ai juste enfin réalisé que je mérite le même respect que j'ai donné pendant des années. Ma mère a soupiré. Ce n'est pas toi, Eric. Tu as toujours été le gentil. Non, ai-je dit doucement. J'ai toujours été le silencieux. Il y a une différence. Pendant une seconde, personne n'a parlé. Puis Kelly s'est levée et a dit, « Tu sais quoi ? Peut-être que je n'aurais pas dû te demander de l'aide. Tu ne te soucies manifestement pas de la famille. » Alors qu'elle attrapait son sac pour partir en trombe, quelque chose a échappé à mon père qui a glacé tout ce qui était en moi. Eh bien, si tu n'avais pas dépensé ta prime pour ce nouvel ordinateur portable, tu aurais peut-être pu l'aider. Je me suis figé. Comment es-tu au courant de ma prime ? Le silence qui a suivi m'a tout dit. Je me suis tourné vers Kelly. Elle avait l'air coupable, puis défiante. Tu leur as dit, ai-je demandé. Elle a croisé les bras. Tu as parlé de ta promotion. J'ai pensé que tu pouvais te le permettre. Mon esprit tournait. Je n'avais dit à personne les détails de mes finances. Je n'avais même pas mentionné la prime publiquement. La seule personne à qui j'avais partagé cela, en privé et en toute confiance, était ma mère, des semaines auparavant, quand elle m'avait demandé comment les choses allaient. C'est là que j'ai compris. Il parlait de moi dans mon dos. Il gardait un œil sur moi, déformant mes paroles, transformant mon succès en munitions. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Des années de loyauté silencieuse, de fierté ravalée et de seconde chance. Tout s'est fissuré à ce moment-là. Je me suis levé, j'ai pris une lente respiration et j'ai dit, « Vous savez quoi ? Je pense que je comprends enfin. Cette famille ne se soucie de moi que quand j'ai quelque chose à donner. » Mon père a froncé les sourcils. Ce n'est pas vrai. Mais je l'ai coupé. Non, c'est exactement vrai. Quand j'avais besoin de vous, j'étais invisible. Mais à l'instant où j'avais quelque chose que vous vouliez, soudainement, j'avais de l'importance à nouveau. J'ai attrapé mon manteau. Ma mère a essayé de m'arrêter, en disant, « Eric, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. » Mais j'étais déjà en train de franchir la porte. Mon cœur battait à tout rompre, mais sous la colère, il y avait autre chose. De la clarté. Ce que je ne savais pas alors, c'est que ce n'était que le début. Quand j'ai quitté la maison de mes parents ce soir-là, je ne suis pas rentré directement. Je me suis garé sur un parking désert, j'ai coupé le moteur et je suis resté assis là.
La pluie avait recommencé, douce, régulière, presque purifiante. Mais à l'intérieur, je me sentais vide. Je n'arrêtais pas de revoir leurs visages, leurs mots, ce regard d'incrédulité quand je me suis enfin défendu. Pendant des années, j'avais été celui qui maintenait la paix, qui s'excusait le premier, qui arrangeait les choses. Mais cette fois, je ne pouvais plus le faire. Quelque chose s'était cassé, et il n'y avait aucun moyen de le recoller. Je dois être resté là pendant 1 heure avant de rentrer chez moi. Quand je suis entré, le silence m'a frappé comme une vague. Mon appartement avait toujours été un refuge. Mais cette nuit-là, c'était différent. Pas exactement de la solitude, mais un vide que je ne pouvais pas expliquer. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Un texto de maman, un appel manqué de papa, et un dernier message de Kelly qui disait simplement « Tu es pathétique ». Je n'ai pas répondu. Je l'ai supprimé, j'ai éteint mon téléphone, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis laissé pleurer. Pas seulement à cause de ce qu'ils avaient dit ou fait, mais parce que j'avais enfin compris la vérité. J'avais couru après leur approbation toute ma vie. Chaque faveur rendue tard le soir, chaque sacrifice, chaque excuse silencieuse, tout cela était une tentative de gagner un amour qui n'avait jamais été inconditionnel. Les semaines suivantes ont été difficiles. Le silence de ma famille n'a pas duré longtemps. La nouvelle s'est répandue parmi les proches que je les avais tous abandonnés. Ma tante a appelé. « Ta mère a le cœur brisé », a-t-elle dit. « Elle dit que tu as changé. » Changé ? Peut-être que oui. Peut-être que je voyais enfin les choses clairement. Le travail est devenu mon refuge. Je m'y suis jeté corps et âme, restant tard, me portant volontaire pour des projets supplémentaires, essayant de noyer le bruit dans ma tête. Mon manager, un homme discret nommé Ben, l'a remarqué. « Ça va, Eric ?» m'a-t-il demandé un soir. « Ça va », ai-je dit automatiquement. Il m'a jeté ce regard entendu. « Non, mais ça ira. » C'était une chose si simple à dire, mais ça m'est resté. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin que quelqu'un croie que les choses pouvaient réellement s'améliorer. Au fil des mois, j'ai commencé à m'installer dans un nouveau rythme. J'ai économisé de l'argent, j'ai amélioré mon appartement et j'ai rejoint un groupe de courses locales pour me forcer à sortir de ma zone de confort. Il y avait quelque chose de libérateur là-dedans. Un soir, après une course, une femme nommée Dana m'a tendu une bouteille d'eau et a dit « Tu as toujours l'air de fuir quelque chose. » J'ai ri. Peut-être bien. Elle a souri. C'est normal. La plupart d'entre nous le font. L'astuce, c'est d'apprendre à courir vers quelque chose à la place. Cette phrase m'est restée. J'ai commencé à me concentrer sur ce que je voulais construire, pas sur ce que j'avais perdu. J'ai suivi des cours en ligne, j'ai bien géré mon budget, et j'ai même commencé à esquisser une idée d'entreprise que j'avais mise de côté des années auparavant. Ce n'était pas grand-chose, juste un concept pour un petit projet parallèle, mais cela m'a redonné une direction. Pendant ce temps, ma famille a gardé ses distances, jusqu'à ce qu'elle ne le fasse plus. Ça a commencé petit. Ma mère a envoyé un texto pendant les fêtes. Nous dînons la veille de Noël. Ce serait très important si tu venais. J'ai hésité. Une partie de moi voulait y aller, pour voir si les choses avaient changé, si peut-être la poussière était retombée. Contre toute attente, j'ai dit oui. Quand je suis arrivé, la maison était exactement la même. Même décoration, même odeur de cannelle et de pain, même léger bourdonnement de la télé. Mais l'énergie était différente, prudente, tendue. Ma mère m'a serré dans ses bras comme si j'étais un invité qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Papa m'a fait un signe de tête raide. Kelly était là, faisant défiler son téléphone, faisant semblant de ne pas me voir. Le dîner a été maladroit, mais civil. Mes parents ont fait la conversation. Kelly a à peine parlé, jusqu'à mi-chemin, quand elle a finalement levé les yeux et a dit « Alors, comment va le nouveau travail ? » Toujours à faire ce que tu fais, quoi que ce soit. J'ai forcé un sourire. Ça va toujours bien. Merci. Elle a haussé les épaules. Tant mieux pour toi. Il y avait quelque chose dans son ton, un mélange de jalousie et de mépris, qui m'a retourné l'estomac. J'ai alors réalisé que peu importe ma politesse, peu importe mes efforts pour aller de l'avant, elle me verrait toujours comme un concurrent. Après le dîner, ma mère m'a coincé dans la cuisine. Tu sais, a-t-elle dit doucement,
ça signifierait beaucoup pour ta sœur si vous pouviez simplement parler. Elle est très stressée. J'ai fixé l'évier. Maman, chaque fois que j'essaie de lui parler, elle déforme tout. Elle a menti sur moi. Tu te souviens? Elle n'a pas menti. Elle a juste exagéré. J'ai fermé l'eau et je l'ai regardée. Tu réalises que c'est la même chose, n'est-ce pas? Elle n'a pas répondu. Au lieu de ça, elle m'a serré le bras. Tu es son frère. Tu es censé veiller sur elle. C'est à ce moment-là que j'ai su que rien n'avait vraiment changé. Il me voyait toujours comme le gardien, le réparateur, celui qui absorberait tranquillement les erreurs de tout le monde. J'ai dit bonsoir et je suis parti avant le dessert. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une avalanche de messages dans la conversation familiale. Apparemment, Kelly avait publié une longue diatribe sur Facebook à propos des parents toxiques qui gardent des rancunes et se croient meilleurs que tout le monde. Elle n'a pas mentionné de nom, mais encore une fois, tout le monde savait. Et pourtant, quelque chose d'étrange s'est produit ce jour-là. Au lieu de me sentir blessé ou en colère, je me suis senti détaché, comme si ces mots ne pouvaient plus m'atteindre. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti le besoin de me défendre. J'avais ma propre vie maintenant, ma propre paix. C'est là que les choses ont vraiment commencé à changer. Mon projet parallèle, celui que je construisais tranquillement, a commencé à décoller. C'était une petite société de conseil en ligne aidant les entreprises à rationaliser leurs opérations. Rien d'extraordinaire, mais ça a pris rapidement. En 6 mois, je gagnais assez pour envisager de quitter mon emploi à plein temps. Mon patron, Ben, était ravi. Je t'avais dit que ça irait, a-t-il dit avec un grand sourire. J'ai aménagé un bureau à domicile, j'ai engagé des freelances, et lentement, l'entreprise a grandi. Le travail était épanouissant, non seulement parce qu'il me rapportait de l'argent, mais parce qu'il était à moi. Chaque nuit blanche, chaque avancée, chaque client que j'aidais me semblait un pas de plus loin de la personne que j'étais. Celui qui vivait pour l'approbation de tout le monde. Au printemps, j'étais dans une situation complètement différente. J'avais commencé une thérapie, quelque chose que j'avais évité pendant des années, et cela m'a aidé à déballer beaucoup de ce qui s'était passé. La culpabilité, l'épuisement, le besoin d'être toujours le bon. Ma thérapeute a dit quelque chose qui m'a marqué. On vous a appris à croire que l'amour avait des conditions. Vous êtes enfin en train de désapprendre cela. Et elle avait raison. Pendant des mois, je n'ai pas eu de nouvelles de ma famille. Pas d'appel, pas de texto, pas de visite surprise. C'était paisible, bien qu'un peu triste. L'idée de la famille me manquait, la version en laquelle je croyais, mais pas sa réalité. J'ai appris à combler ce vide avec des gens qui se souciaient vraiment de moi. Mon groupe de course, de nouveaux amis, des collègues qui voyaient ma valeur sans rien attendre en retour. Puis, un jeudi matin au hasard, le silence s'est de nouveau rompu. Je passais en revue les rapports des clients quand mon téléphone a vibré. C'était un message de mon père. Pouvons-nous parler? C'est important. Mon estomac s'est noué. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Une partie de moi pensait que quelqu'un était peut-être malade, ou peut-être qu'il voulait enfin s'excuser. Contre toute attente, j'ai répondu. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Il a appelé immédiatement. Son ton était calme, mais il y avait un courant sous-jacent de quelque chose. De la tension, peut-être même du désespoir. Eric, a-t-il dit, ta sœur a de nouveau des ennuis. Bien sûr qu'elle en avait. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Quel genre d'ennui? Il a hésité. Financier. Elle a fait quelques choix imprudents, a contracté des prêts. La banque menace d'engager des poursuites. J'ai senti cette vieille douleur revenir. Le tiraillement familier entre le devoir et l'autopréservation. Il a continué, expliquant que Kelly avait lancé une petite boutique en ligne, mais ne l'avait pas bien gérée. Maintenant, elle avait des dizaines de milliers d'euros de dettes. Je n'ai rien dit pendant un moment. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout, attendant que je propose une solution. Finalement, j'ai demandé, et qu'attends-tu exactement que je fasse à ce sujet? Il y a eu une longue pause. Puis il a dit, elle a besoin de quelqu'un pour co-signer un prêt de consolidation, juste pour l'aider à se remettre sur les rails. J'ai ri doucement, non pas par humour, mais par incrédulité. Tu dois plaisanter. Il a soupiré. Je sais qu'elle a fait des erreurs, mais c'est la famille.
Eric, tu en as les moyens maintenant. Tu pourrais vraiment faire une différence. C'était presque poétique de voir comment le cycle essayait de recommencer. Le vieux scénario, mot pour mot. Mais cette fois, quelque chose en moi avait changé. Je n'étais plus ce fils silencieux, désespéré de plaire. Je m'étais reconstruit de fond en comble, sans eux. Je ne lui ai pas donné de réponse ce jour-là. Au lieu de ça, je lui ai dit que j'y réfléchirais, non pas parce que j'avais l'intention d'accepter, mais parce que j'avais besoin de temps pour décider quelle fin cette histoire aurait. Cette nuit-là, assis dans mon bureau, entouré de tout ce pourquoi j'avais travaillé, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je ne leur devais pas la version de moi à laquelle ils s'attendaient. Je ne leur devais ni silence, ni sacrifice, ni pardon infini. Mais je me devais quelque chose à moi-même. Une conclusion. Et comme le destin l'a voulu, j'étais sur le point d'avoir ma chance. La semaine suivante, j'ai reçu un email inattendu de ma mère. Réunion de famille. Annonce importante. J'ai failli le supprimer, pensant que c'était une autre tentative de culpabilisation, mais quelque chose clochait. Affaire de famille. Ce n'était pas sa formulation habituelle. Mon instinct me disait qu'il y avait plus que ça, et j'étais curieux, peut-être trop. J'ai appelé Ben, mon ancien manager et ami, et nous avons pris un café. On dirait qu'il te prépare quelque chose, a-t-il dit. Je sais, ai-je répondu. Mais peut-être que cette fois, c'est moi qui prépare quelque chose. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à planifier. Je ne cherchais pas une vengeance mesquine. Je voulais de la clarté, un équilibre, et qu'il voie vraiment. J'ai rassemblé des preuves, captures d'écran, emails, virements bancaires. Chaque fois où je les avais aidés financièrement ou couvert leurs erreurs. Loyer, réparation de voitures, factures, frais de scolarité, d'innombrables urgences que j'avais gérées discrètement. Je ne prévoyais pas d'exiger un remboursement. Il s'agissait de démontrer à quel point il s'était reposé sur moi sans reconnaissance. J'ai également enquêté sur les problèmes commerciaux de Kelly. Sa boutique en ligne était en train de sombrer. Plainte de fournisseurs, remboursement de clients, contrats manquants, paiement en défaut. La vérité était claire. Son chaos financier n'était pas seulement de la malchance. C'était de la mauvaise gestion. Pour la première fois, j'ai tout vu, mis à nu. Ce vendredi-là, j'ai retrouvé Dana après notre course. Tu as encore ce regard, a-t-elle dit, en train de décider si tu dois rentrer à la maison. Oui, ai-je admis. Ils m'ont invité à dîner. Je pense qu'ils veulent quelque chose. Et tu y vas. J'ai hoché la tête. Mais je n'y vais pas à l'aveugle. Cette fois, c'est moi qui contrôle. Elle a souri. Se défendre n'est pas de la cruauté. Le samedi est arrivé. Je me suis garé devant leur maison et, pour la première fois depuis des années, je me suis senti calme. Je suis entré, saluant tout le monde avec une politesse mesurée. Le visage de ma mère s'est illuminé d'une joie forcée. Eric, je suis si contente que tu sois venu. J'ai souri faiblement. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Le dîner a commencé maladroitement. La conversation de surface masquait la tension. Kelly a à peine levé les yeux de son téléphone. Marc a souri en coin, essayant d'affirmer sa domination avec des blagues sur ma nouvelle entreprise. Toujours à gérer ta petite affaire? J'ai hoché la tête, calme. Oui, ça se passe bien. Drôle, a-t-il ricané. Rien à voir avec la gestion d'une vraie entreprise. La pique subtile a été notée. Le sourire narquois de Marc a légèrement vacillé. Les sourcils de Kelly se sont froncés. J'avais déjà leur attention. Après le dîner, papa s'est éclairci la gorge. Nous voulions discuter de quelque chose d'important. Kelly a eu quelques problèmes avec son entreprise. Et Kelly a interrompu de façon dramatique, ce n'est pas ma faute. Les fournisseurs se sont retirés. L'économie est mauvaise. J'ai juste besoin d'aide. Maman a hoché la tête avec sympathie. Nous pensions que, en tant que famille, nous pourrions l'aider. Et par aider, ai-je demandé, vous voulez dire? Papa a hésité. Elle a besoin d'un co-signataire pour un prêt. Juste temporairement. Tu la sauverais d'un sérieux problème. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, souriant faiblement. Je vois. Marc a haussé les épaules.
J'aiderais bien, mais avec mon prêt immobilier. Mauvais timing. Tu es dans une meilleure position, mec. Bien sûr. Commodément indisponible. Maman a tendu la main vers la mienne. Eric, tu as toujours été le plus fiable. C'est là que j'ai sorti le dossier, une petite pile soignée de captures d'écran, de mails et de documents financiers. Je pense qu'il est juste que tout le monde voit la situation dans son ensemble. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de ma mère s'est vidé de sa couleur. Papa avait l'air mal à l'aise. Les yeux de Kelly se sont écarquillés. Qu'est-ce que c'est que tout ça, a-t-elle balbutié. Tout ça, ai-je dit. C'est chaque fois que j'ai aidé. Chaque fois que j'ai couvert des faux pas, chaque prêt, facture ou service. Et ici, ai-je continué en faisant glisser une autre section, ce sont les erreurs, les exagérations et les échecs du reste d'entre vous qui m'ont affecté. Y compris la boutique de Kelly. Qui est en faillite à cause d'une mauvaise gestion, et les récits de réussite de Marc, qui sont largement gonflés. Leurs visages ont changé. Choc, incrédulité, panique. Tu tiens sérieusement les comptes, a dit Kelly, la voix dégoulinante de mépris. Pathétique. Non, ai-je dit doucement. C'est la réalité. La réalité que vous avez ignorée en supposant que j'interviendrai toujours. Et maintenant, l'occasion de me manipuler est passée. Juste à ce moment-là, le téléphone de papa a vibré. Il y a jeté un coup d'œil, puis a murmuré, « Eh bien, ça alors ?» Maman s'est penchée. « Qu'est-ce que c'est ?» Sur l'écran, l'article du journal local était en ligne. Du fond du gouffre au poste de PDG, un homme de la région transforme un revers en succès. Ma photo me montrait confiant, professionnel, indépendant. Kelly s'est figée. Attends, quoi? J'ai haussé les épaules nonchalamment. Le timing, c'est tout. Tu as planifié ça, a marmonné Marc, sa suffisance vacillant. Non, ai-je dit. J'ai documenté la vérité. J'ai construit ma vie. Et maintenant, vous assistez au résultat. La pièce est tombée dans le silence. Maman a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Le visage de papa était pâle. La mâchoire de Kelly s'est crispée. Je suis venu pour écouter, ai-je déclaré, calme et délibéré. Mais je pense que j'en ai assez entendu. Leur silence stupéfait était parfait. Pour la première fois, je ne me sentais pas diminué sous leur regard. Je ne suppliais pas, ne m'excusais pas, ne pliais pas. J'étais libre. J'ai arrêté de répondre à leurs appels, à leurs textos, et à leurs tentatives de me ramener dans le même cycle toxique. Pour la première fois, je les ai laissés dans l'incertitude pendant que je me concentrais sur moi-même. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis entièrement consacré à mon entreprise et à mon avenir. Lentement, les conséquences des choix de chacun les ont rattrapés. La réputation de Marc a commencé à souffrir, car les gens reconnaissaient l'écart entre ses affirmations et ses performances réelles. L'entreprise en difficulté de Kelly a continué à décliner, et sans mon soutien financier, elle a dû faire face seule aux conséquences de ses décisions. Pendant ce temps, ma propre vie ne cessait de s'améliorer. Mes amis et collègues me respectaient pour mon intelligence, mon professionnalisme et mon sang-froid. Pour la première fois, je me suis senti vraiment vu, non pas comme l'aide familiale ou le plan de secours, mais comme ma propre personne. Un mois plus tard, j'ai été invité à participer à un article de journal sur la résilience et le dépassement des difficultés. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne cherchais plus la vengeance. La vraie victoire avait déjà eu lieu. J'avais retrouvé ma confiance, mon indépendance et ma propre valeur. Même lorsque Kelly m'a envoyé un dernier message amer, coupant les ponts avec moi, je n'ai ressenti aucun besoin de répondre. Assis dans mon nouvel appartement, regardant la ville et profitant de la vie que je m'étais construite, j'ai enfin compris quelque chose d'important. La meilleure vengeance n'est pas la colère, l'humiliation ou le fait de prouver que quelqu'un a tort. C'est de construire une vie si réussie et épanouissante que les personnes qui vous sous-estimaient autrefois n'ont plus aucun pouvoir sur vous. Et pour la première fois de ma vie, je me suis senti complètement libre. Qu'en pensez-vous? Vous êtes-vous déjà senti piégé dans une dynamique familiale où vous étiez toujours celui qui donnait sans jamais recevoir? Comment vous en êtes-vous libéré? Ou qu'auriez-vous fait à ma place? J'aimerais vraiment connaître vos avis dans les commentaires ci-dessous.